Je suis tout à fait d'accord avec cette idée d'une identité décoloniale. C'est très dangereux, car cela signifie qu'on considère l'élément russe de l'identité ukrainienne comme une relique impériale étrangère, quelque chose dont il faut se débarrasser. Et cela pose évidemment un problème, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger. Nous avons vu que si l'on adopte cette idée, comme cela a été fait après 2014, il faut alors commencer à épurer les partis politiques, la culture, la religion, les médias, la langue, dans tous les domaines. Je cite souvent Solzhenitsyn. Il faisait remarquer que ce lien étroit entre Russes et Ukrainiens était une arme à double tranchant, car pour certains Ukrainiens, c'était une source de fraternité avec les Russes. Mais pour la plupart des Ukrainiens de l'Ouest, c'était exactement le contraire. C'est ce qui les empêchait d'être complètement souverains. Car si, au fond, vous voulez ces populations, alors pourquoi seriez-vous un État séparé? J'ai donc toujours pensé qu'il serait bon pour l'Ukraine de se développer comme un projet de construction nationale, de se distinguer de la Russie. Voici l'Ukraine. Nous sommes différents, mais pas anti-russes, car sinon, on déclenche à la fois des problèmes internes et des questions de sécurité internationale. Ce serait un peu comme si la Russie se découplait complètement, ou se détatarisait. Je veux dire, on ne peut pas simplement effacer 500 ans d'histoire commune et faire comme si tout cela avait disparu. Il faut que cela soit intégré dans une conception plus inclusive de ce que signifie être russe. On ne peut pas exclure ces autres groupes. Mais avec les Russes, c'est plus compliqué, car comme vous l'avez dit, quelle que soit la relation qu'ils entretiennent avec les Russes ethniques ou les russophones d'Ukraine, cela influence la relation avec l'Ukraine elle-même. La Russie devient également plus vulnérable à l'exploitation par des acteurs étrangers. Parce que je pense que si l'Ukraine compte des éléments étrangers, qu'il s'agisse traditionnellement des Allemands, des Américains ou des Britanniques, qui veulent créer une Europe plus dérussifiée, alors elle va s'aligner sur ces éléments plus nationalistes au sein de l'Ukraine. Comment voyez-vous l'interaction entre ces différents niveaux? J'ai l'impression que si les États-Unis et la Russie parviennent à un certain accord, cela facilite la résolution des autres problèmes, non? Mais un gouvernement nationaliste à Kiev ne chercherait pas seulement à adhérer à l'OTAN. Il essaierait aussi de purger la culture russe des terres historiquement russes, ce qui n'est pas non plus acceptable. Alors, comment voyez-vous tout cela fonctionner ensemble? Oui, c'est en partie ce qui rend difficile de tout assembler. C'est comme un Rubik's Cube, tellement compliqué d'obtenir une face complète. Et bien sûr, toutes ces questions interagissent entre elles. Par exemple, les États-Unis, et explicitement Zbigniew Brzezinski, dans les années 1990, dans le Grand Échiquier, ont déclaré qu'ils avaient travaillé avec assiduité. L'ambassade américaine à Kiev a œuvré avec persévérance pour exploiter les divisions internes à l'Ukraine, afin de faciliter et de renforcer une certaine composante politique dans le cadre d'une tentative de contenir, marginaliser et même, si l'on veut, humilier la Russie. Il s'est donc passé beaucoup de choses à ces niveaux-là. Bien sûr, aujourd'hui, les États-Unis ont changé de ton. On ne sait pas vraiment ce que fait Trump, car il joue son propre jeu. Il est aussi assez trompeur à bien des égards. Par exemple, la frappe de drone, ou quoi que ce soit d'autre, en direction de Valdai, les 91 drones des premiers jours de janvier ont clairement été facilités d'une manière ou d'une autre par les États-Unis. Mais c'est une question fondamentale. Comment tout cela s'articule-t-il? Je les sépare uniquement à des fins d'analyse. Sinon, en un sens, nous disons simplement que ce sont les fils d'un même ensemble. D'autres approches pourraient dire que cette idée de niveau est un peu mécanique et qu'on pourrait en nommer d'autres. Un cinquième, par exemple, serait cette structure plus vaste, la manière dont la guerre est présentée comme une lutte civilisationnelle plus large, avec les hordes barbares russes à l'est.
Et cela, bien sûr, nous ramène non seulement à 1945, les 80 années d'après-guerre, mais aussi à une question plus vaste que je trouve d'ailleurs fascinante. De nombreux commentateurs russes, comme Sergueï Alexandrovitch Karaganov par exemple, se concentrent sur les 500 ans de relations difficiles entre la Russie et l'Europe. Et ce conflit de civilisation, bien sûr, beaucoup en Occident, Biden a explicitement dit qu'il s'agissait d'une guerre pour la civilisation, pour l'ordre fondé sur des règles, en est une manifestation. Mais plus largement, il s'agit de la culture occidentale, de l'état de droit, et ainsi de suite, opposée au despotisme russe. Ce sont exactement les mêmes idées qui sous-tendaient l'ancienne mission civilisatrice, et Macron en a également parlé. Cela répète les visions impériales du XIXe siècle, des visions d'empire qui ne sont pas mortes. Et bien sûr, des commentateurs comme Karaganov soutiennent qu'en fin de compte, cette guerre est une occasion pour la Russie de définir son identité, d'abandonner cette fausse tentative de 500 ans de devenir une puissance européenne, bien qu'il soit lui-même ambigu. Donc, pour le dire à ma manière, nous assistons à l'émergence d'une Russie post-occidentale, mais non d'une Russie post-européenne. Parce que tout simplement, la géographie ne le permet pas. Vous savez, la Russie est une puissance européenne. C'est aussi une puissance asiatique, une puissance eurasienne. Mais c'est leur voisine. Eh bien, je parle en tant qu'Européen. Et j'ai toujours soutenu que nous avons besoin, et en tant que l'un des derniers gaullistes d'Angleterre, je le dis, d'une vision pancontinentale, sous une forme ou une autre, d'une sorte de communauté politique. Car comme vous le savez bien, la Russie compte 145 millions de citoyens. Il existe évidemment une immense diversité de peuples, les Bouriates et bien d'autres, mais en fin de compte, leur culture est européenne. Ils partagent un ensemble commun d'orientations culturelles, comment dire, de multiples confessions religieuses. Je ne veux pas trop insister sur l'élément chrétien, mais c'est assurément une culture fortement christianisée, parmi d'autres religions qu'il faut bien sûr respecter, tout comme l'Europe doit y faire face elle aussi. En d'autres termes, la dimension civilisationnelle est à la fois un facteur d'exacerbation et, en fin de compte, peut-être le cadre du maintien de la paix que nous désirons si profondément.